Bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain. Leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coopération, le podcast de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Aujourd'hui, nous sommes avec le lieutenant-colonel Gilles Burel, réserviste à la mission Monde, à la direction centrale de la DCSD, donc officier géographique. Mais c'est aussi un ancien coopérant qui a vécu plusieurs missions à l'étranger. À ce titre, il a une vision singulière et unique du travail et des implications de cette direction. Bon, c'est pour ces raisons que nous avons souhaité lui donner la parole, remonter un petit peu dans le temps, de son temps et du temps de la DCSD, pour comprendre certains mécanismes et son évolution jusqu'à nos jours. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, pour commencer, on va faire une question très classique. Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler de vos fonctions aujourd'hui au sein de la DCSD ? Donc, je suis le lieutenant-colonel de réserve Gilles Burel. Je suis à la retraite depuis à peu près un an. Et j'ai été appelé par la DCSD, où on m'a proposé en début d'année 2024, en avril, de rejoindre la DCSD comme réserviste, cette fois-ci en tant qu'officier géographique Europe continentale. J'ai fait une carrière d'à peu près 40 ans, avec à peu près un tiers de ma carrière à l'étranger, que ce soit en Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Pacifique. Et puis, pas mal de missions, bien entendu, opérations extérieures, missions de courte durée, aussi bien en Europe qu'en Afrique, pendant globalement plusieurs années aussi. Vous êtes un officier de l'armée de terre, vous n'avez pas commencé officier, vous avez commencé sous-officier, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai brillamment loupé Saint-Cyr à 2 reprises au lycée militaire d'Aix-en-Provence, dans les années 80. Et donc, j'ai décidé de partir vers Saint-Mexan, qui m'a formé, qui a fait de moi un sergent de l'armée française, déjà troupe de marine. Et ensuite, j'ai passé, mon chef de l'époque, mon lieutenant, m'a dit, il faut que tu passes l'EMIA, l'école militaire interarmes. C'est un concours qui permet ce qu'on appelle, c'est un mot qui me touche beaucoup, l'ascenseur social offert par l'armée française. À l'époque, ça fonctionnait vraiment très très bien. Et donc, à partir du moment où on travaillait, on pouvait monter dans la hiérarchie. Donc, j'ai réussi ce concours assez rapidement et donc je suis devenu officier dans les années 90 et à nouveau j'étais troupe de marine. Alors justement, et avant de parler bien évidemment de la DCSD, avant d'être coopérant, vous avez déjà occupé des postes à l'étranger quand vous étiez dans l'armée de terre. Oui, tout à fait, et je vous soulignerai un poste qui est vraiment, qui va mettre en exergue ce que j'essaie de souligner, c'est-à-dire j'ai servi dans les forces françaises de Djibouti. Avant, dans les années 96-98, où j'ai commandé une batterie sol-sol. C'est un moment très fort de ma carrière. C'était un engagement opérationnel, il y avait un risque à l'époque au niveau géostratégique. On avait une véritable nécessité de s'entraîner et d'être opérationnel à tout moment, parce le pays pouvait faire appel à nous quand je parle du pays, c'est de Djibouti. Bien sûr. Pouvait faire appel à nous pour les épauler en cas d'agression, ce qu'ils avaient connu et qu'ils ont reconnu après, malheureusement pour eux, quelques années après. Et si vous voulez, j'ai connu ça, mais j'étais au sein des forces françaises. Et pour avoir récemment servi, cette fois-ci, dans l'armée djiboutienne, eh bien, en fait, si je vous raconte Djibouti, ma vision en 98, quand je quitte Djibouti 2 ans, officier français, inséré dans les forces françaises, et que je vous raconte Djibouti en 2022, 5 ans dans l'armée djiboutienne, c'est pas le même pays. On reviendra sur Djibouti parce que c'est vraiment intéressant ce changement de logiciel entre l'officier de l'armée de terre et l'officier inséré. Comment vous êtes passé de l'armée de terre à la coopération ?
Par un hasard. Je suis en poste à l'école d'artillerie. Notre président de l'époque, on est en 2002, fait une visite au Congo-Brazzaville. Et là, dans le package de ce qu'il avait signé, il y avait un coopérant qui devait rejoindre l'armée congolaise à Brazzaville. Et donc, un camarade qui est en poste à la direction du personnel de l'armée de terre, ça s'appelait la DPMAT à l'époque, m'appelle, on est fin juin, et il me dit « T'es toujours volontaire pour partir outre-mer ?» Je dis « Oui, je partirai comme... oui, pas de problème. » Ah bah, il me dit « Super », il raccroche. En fait, le chef de corps de l'école d'artillerie m'appelle, un quart d'heure après, il me dit « Comment ça? Tu pars outre-mer ?»« Oui, l'année prochaine. » Non, t'as pas compris, il appelle. Dans 15 jours, t'es au Congo. Et il y en a plusieurs des Congos, donc je savais même pas lequel. Je ne savais même pas que c'était le Congo. Et voilà, je me retrouve coopérant. Je fais 1 an où je suis un officier français dans l'armée congolaise. Au bout d'1 an, je me rends compte que je suis complètement à côté de la plaque, que ce que je fais, c'est certes, je pense très bien, mais que si je m'en vais, tout va s'écrouler. Il va rien rester, en fait. Il ne s'approprie pas les choses, parce que ça vient pas d'eux. Donc j'ai un long entretien avec un colonel. J'étais commandant à l'époque. Et je toque à son bureau, j'allais partir en vacances. Et il me dit « Oui, entrez, qu'est-ce qui se passe, mon commandant ?» Je lui dis « Faut qu'on parle. » Je dis « Je suis mauvais. » Et il me dit « Ben non, vous n'êtes pas mauvais, mon commandant. Pourquoi vous dites ça ?» Je dis « Parce que je suis mauvais, je m'en rends bien compte. » Et il me dit « Vous voulez un conseil ?» Je dis « Ouais, je veux bien. » Voilà, il vous reste 2 semaines avant vos vacances. Vous savez pas, demain matin, quand vous vous levez, vous ne vous dites pas que vous êtes un officier français. Vous dites que vous êtes un officier congolais, que vous devez comprendre comment on fonctionne. Là, vous nous aiderez. Et ça a changé le commandant Burel à l'époque. Parce que j'ai appliqué ça. Et quand j'ai rebasculé dans ma mission de coopération des années plus tard dans un autre pays, au bout de 2 mois, le général que je conseillais m'a convoqué en me disant « Vous avez été coopérant, vous, dans le passé. » Oui, mon général. On va faire de belles choses. Parce qu'en fait, ils avaient un officier français qui mettait leur cerveau, son cerveau, ses connaissances, sa formation, sa culture d'officier, en fait, à leur profit uniquement. Jamais je leur disais, nous, on fait comme ça. C'était fini. Je leur disais, pourquoi vous faites ça? Ah oui, ça a du sens, oui, d'accord. Ah oui, on pourrait faire comme ça, mais je leur disais pas, on pourrait faire comme ça parce que nous, on le fait, pas du tout. Mais parce que mon cerveau me faisait dire, en analysant leur manière de fonctionner, qu'on pouvait encore améliorer certains points perfectibles. Mais avec leur logiciel à eux, pas le mien. Je comprends. Vous aviez déjà entendu parler de la DCMD à l'époque, au moment de cette mutation un petit peu rapide? Non, en fait, j'avais entendu parler de l'AMT, qui a disparu très peu de temps avant. C'était l'aide militaire technique, oui, c'est ça? L'assistance militaire technique. C'est l'héritage de la décolonisation. Et si vous voulez, c'est un autre trait particulier des troupes de marine que je ressens maintenant et que je donne comme élément explicatif de certaines difficultés qu'on a parfois en Europe continentale. C'est-à-dire que les troupes de marine, c'est un bassin de coopérants. Vous trouvez toujours dans un régiment quelqu'un qui a été coopérant dans son passé. Vous partez pour la première fois en coopération, vous avez tout de suite quelqu'un qui vous prend sous son aile, qui vous explique comment ça fonctionne, voilà. Et c'était une richesse aussi des troupes de marine parce que, de ce point de vue-là, c'est une arme atypique puisque vous pouvez prendre dans ce bassin un jeune relativement inexpérimenté dans ce domaine et lui, il va vous donner les tuyaux, il va vous donner les méthodes, voilà, comme j'essaie de le faire depuis que j'ai cette expérience. Alors, votre parcours en tant que militaire, coopérant, il est dense, il n'y a pas de doute là-dessus, avec des missions dans des régions très diverses. On a Djibouti, le Congo, j'ai lu sur le CV la Côte d'Ivoire, et puis bien d'autres encore. Est-ce qu'il y a des moments ou des missions qui vous ont le plus marqué que d'autres? Après, je ne sais pas sur quel plan on peut être marqué, parce que vous avez bien compris que moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, que je répète souvent à la DCSD, c'est l'humain avant tout. Donc humainement, je pourrais vous raconter des scènes, vous voyez, qui me donnent encore la chair de poule. Par exemple, en Guinée, au bout de quelques mois, malheureusement, je m'occupais d'une section d'élèves officiers et un élève officier est décédé. Et je me suis retrouvé complètement inséré dans son enterrement. J'ai participé à la réunion familiale avec le grand-oncle qui gère le décès du petit-neveu, c'est 2 veuves, c'est des enfants. Voilà, j'ai découvert tout ça. C'est humainement, je sais pas comment l'expliquer, c'est unique. C'est unique. Alors justement, en relatant ces anecdotes, vous vous retrouvez dans des situations qui sont des fois
très particulière, extrêmement forte. Comment on adapte son comportement suivant les pays où on est, suivant les situations? Est-ce que ça se prépare? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est comment ça s'est passé pour vous de pouvoir arriver à vous fondre, à arriver à vous comporter au moment où il fallait le faire de la bonne manière? Je vous mentirai pas, il n'y a pas eu de formation. Je vous dis, ce qui m'a formé, c'est cet entretien avec le collège qui m'a ouvert les yeux. En revanche, maintenant, ce que je trouve extrêmement, extrêmement positif, c'est que désormais la DCSD est dans la démarche de former ses futurs coopérants. Ce qui ne se faisait pas avant. Et l'objectif n'étant pas simplement d'apprendre aux coopérants qui changent de ministère, qui rejoignent le Quai d'Orsay. Oui, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de leur faire toucher du doigt cette réalité. Cette générosité dont ils doivent faire preuve dans leurs paroles, dans leurs actes. Vous voyez, moi, je recevais chez moi très régulièrement mes officiers. Quand on a quitté Djibouti, j'ai été immensément honoré par mes amis djiboutiens qui m'ont fait officier de leur Légion d'honneur avant que je parte. Bon, ils ont fixé la date, parce que mon épouse n'étant plus là, elle était déjà rentrée en France. Ils m'ont dit, quand est-ce que ton épouse revient? Donc j'ai donné le créneau, ils m'ont dit, on fera la remise à ce moment-là. Vous voyez, donc il y a une vraie démarche de générosité qui ne doit même pas être limitée aux coopérants. C'est une démarche familiale. Moi, quand mes enfants venaient me voir à Djibouti, ils étaient grands, ils avaient plus de 20 ans, 25 ans. Quand j'étais mon général, mes enfants aimeraient venir vous saluer. Il était aux anges. Je pense qu'à partir du moment où les gens ont compris qu'il faut être généreux, et c'est pour ça, vous voyez ce que je vous ai dit, la 2e année à Brazzaville, j'ai le même comportement en Guinée, j'ai le même comportement à Djibouti. C'est ne pas arriver avec des préconçus, être ouvert, décider de s'adapter et d'apprendre à connaître leur grille de lecture, en fait. Et à partir du moment où ils émettent un besoin, ça c'est ce que je n'arrête pas de répéter depuis que je suis là, très modestement, mais je sais que je dis souvent, demandons quel est leur besoin, on sait y répondre, on ne sait pas y répondre, on sait y répondre partiellement, mais écoutons leurs besoins. Vous avez fait 3 missions en tant que coopérant? Oui. C'est ça, donc Congo-Brazzaville, la Guinée et Djibouti. Vous avez dit il y a quelques minutes, l'humain avant tout. Ça veut dire quoi, l'humain avant tout? C'est ma ligne de vie maintenant. Pourquoi? Parce qu'on se perd dans des priorités dans tous les domaines, quoi. Quand je vois l'absorption des gens par leur téléphone, par leur mode de vie, par les priorités qui se fixent, on perd pour moi la priorité qui devrait être l'humain avant tout, la relation humaine. On peut tout se dire, on peut ne pas être d'accord, c'est pas un problème ça, on peut échanger, mais il faut être humain. Et donc l'humain avant tout, c'est pour moi faire confiance, accorder sa confiance. Vous avez connu, donc c'était la DCM, c'est ça? DCMD. DCMD, il y a quelques années. Quelles sont, selon vous, les principales différences entre vos premières expériences de coopérants et la manière dont la coopération est menée aujourd'hui à travers la DCSD? Est-ce que des choses ont évolué? Est-ce que les choses ont bougé? Avec un peu de recul, comment vous le voyez? Oui, les lignes ont énormément bougé. Je dirais que c'est une énorme chance pour notre pays d'avoir la DCSD. Et je suis extrêmement sincère dans ce que je dis. Parce que elle dispose d'un réseau de coopérants, moi j'appelle ça des diamants. Il faut avoir vu une fois un Américain, un Chinois, un Russe regarder le coopérant assis à côté d'un général étranger. Le général l'appelle fils, le général lui parle avec lui. Faut voir ce regard que je comprends. Je comprends que des grandes puissances puissent envier le réseau des coopérants, l'influence, l'image de la France que ça donne. Et la DCSD avait avant le réseau de coopérants militaires. C'était la direction de la coopération militaire de défense. Et quand je suis en Guinée, on bascule. Direction de coopération sécurité et défense. Et un réseau large, mais contraint, militaire, on étend ça à la police, à la gendarmerie, à la protection civile. On étend ce réseau qui est un réseau extrêmement influent, mais pas dans le mauvais sens. Vous voyez, on n'oriente pas les pays, c'est pas ça, véritablement. À nouveau, je suis sincère, on cherche pas à les attirer vers nous ou autre, non. On a une complicité, on a des pays qui nous connaissent, qu'on connaît, et à partir de là, eh bien, le réseau de la DCSD permet à la France, parce que là, c'est vraiment la France, c'est pour ça que ça a du sens que ce soit au Quai d'Orsay et que ça ne soit pas dans les mains des grands ministères défense ou sécurité intérieure, parce que, si vous voulez, il faut une vision politique de tout ça.
C'est véritablement l'exécutif et la France comme pays qui dispose d'un outil pour montrer comment elle fonctionne dans des domaines extrêmement variés et qui malheureusement de nos jours ont pris une importance capitale dans les relations entre les pays. Vous avez servi un peu plus de 40 ans, vous disiez. Aujourd'hui, vous êtes réserviste au sein de la DCSD. Qu'est-ce qui vous motive encore à vous engager sur la coopération internationale après toutes ces années sur le terrain? Pourquoi vous êtes là? Parce qu'ils m'ont appelé. C'est une bonne raison, mais vous n'étiez pas obligé de répondre. Bon, vous l'aurez compris, moi, la DCSD ou la DCMD, mais surtout la DCSD désormais, c'est vraiment une maison que j'admire, où je m'épanouis personnellement, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Et je ne vais pas répéter à nouveau cette phrase qui me tient tant à cœur. Du coup, venir à la DCSD, vous savez, moi, je suis charentais, en fait. Donc, je viens, je prends le train le dimanche soir de chez moi et je passe ma semaine tout seul à Paris, où je me loge à mes frais. Quand on est réserviste armée de terre, on n'est pas logé, hein, donc je me loge à mes frais pour venir travailler à la DCSD toute la semaine. Donc vous vous doutez bien que je ne suis pas sorti de ma retraite à double volet. Ma retraite de militaire, mais ma retraite en Charente-Maritime. Vous voyez, mes camarades de la DCSD savent que j'étais le secrétaire du comité des fêtes de mon petit village, j'étais le secrétaire de l'association de chasse. Alors je ne suis pas chasseur. Il semblerait que je sache à peu près bien écrire certains procès-verbaux. Ça a aidé dans mon petit village. Voilà, j'avais ma petite vie de réserviste avant d'être réserviste, ma petite vie de retraité. Et parce que la DCSD, je reviens sur ce volet, elle a une mission d'une noblesse qui est mais véritablement méconnue. Méconnue en interne et méconnue même au sein du macrocosme français, quoi. C'est méconnu à quel point la France a un outil qui nous est envié par nombre de pays. Alors, je vais faire une petite parenthèse. J'avais une autre question, mais je vais revenir. Pourquoi Djibouti, ça vous a tant marqué? Vous en parlez beaucoup. Parce que j'ai fait 5 ans. C'est énorme. Ça compte, hein. 5 ans, c'est énorme. 6 jours par semaine, de 5h à 16h, tous les jours. Oui, alors 16h, les gens peuvent trouver que c'est tôt, mais en fait, à 16h, il fait très chaud à Djibouti la journée. Normalement, ça arrête même de travailler à midi, hein, souvent, à Djibouti. Ah, c'est la prière de midi 7, midi 12, midi 15, mais après, on retravaillait avec le général, parce qu'on était au calme. On retravaillait 1 heure, 2 heures. Mais si vous voulez, je suis parti là-bas pour 3 ans. Quand on m'a demandé mon avis pour rester la 4e année, ça m'arrangeait. J'allais être à la retraite au retour. Du coup, je suis resté une 4e année. En revanche, la 5e année, c'était contre mon avis. Je suis resté parce que personne ne me succédait. Je devais avoir un successeur. Quand il a vu les règles de fonctionnement d'un coopérant, il a préféré décliner. Et du coup, j'ai fait une 5e année. Et mes amis djiboutiens, pour la petite histoire, avaient demandé par écrit à la France que je reste encore au titre de la réserve. Et ça, la France a refusé à l'époque et je suis rentré. Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui à la DCSD? Aussi, de l'autre côté, qu'est-ce que la DCSD, en tant que réserviste, vous a demandé d'apporter? La DCSD m'apporte beaucoup parce qu'elle me permet de m'épanouir et elle me donne cette opportunité de valoriser au titre de la DCSD désormais cette expérience que j'ai acquise. Qu'est-ce que j'apporte? J'apporte cette vision du coopérant de terrain. En fait, voilà ce que j'apporte. Très souvent dans les réunions, je dis attention, le coopérant il va pas comprendre ça. Attention, l'attaché de défense, il a jamais eu de coopérant, il sait pas comment ça fonctionne. C'est nouveau pour eux. Il faut se déplacer. Vous voyez, là, le mois prochain, je vais aller dans un pays, on a ouvert un poste et on y va parce qu'on sent qu'il y a un véritable besoin d'aller sur place et d'expliquer ce que doit faire le coopérant. Je lui ai déjà expliqué, hein, j'ai dû avoir 5 heures d'entretien avec lui. Mais maintenant, il est sur place, il touche du doigt la réalité. Il touche du doigt quand je lui dis... Vous voyez, quand je lui ai dit au tout début, vous savez quel est le premier outil que doit acheter un coopérant? Je vous écoute. Une cafetière. Ah, mais oui, la cafetière. En termes de diplomatie, il n'y a pas mieux de toute façon. Diplomatie de la cafetière. Bon, mais c'est pourtant, je leur ai expliqué à tous, parce qu'en fait, quand vous avez une cafetière dans votre bureau, c'est très rare d'avoir des gens qui n'aiment pas le café, ça donne l'opportunité aux gens de rentrer dans votre bureau avec une justification. S'il y a une cafetière, eh bien, le coopérant fait venir des gens qui partagent un café et qui parlent, qui discutent, et voilà. Et c'est comme ça qu'on commence à créer une relation de confiance. Donc voilà ces petits détails, ces petites finesses, ces petites visions du dinosaure de la DCSD, comme certaines m'appellent depuis que je suis là. Voilà, j'apporte cette vision. Le fait finalement d'être rentré à la DCMD à l'époque et ensuite à la DCSD, ça n'a fait que exacerber ce côté pour lequel vous êtes rentré dans les troupes de marine, d'aller à l'étranger, et là ça a remis un step supplémentaire. Moi, c'est totalement naturel de faire ça, d'agir comme ça.
Je ne me force pas. Et pour revenir à une de vos questions, je crois que j'ai pas bien répondu. Quand vous m'avez dit est-ce qu'on s'adapte, faut surtout pas tenter quand on est coopérant, de montrer une image, de montrer quelque chose. Le miroir se brise très vite. Vous savez, je vous ai montré un jour extrêmement fluide, agréable. Le boulot de coopérant, il y a des difficultés. Vous bossez parfois pendant 5-6 mois sur un dossier avec eux, et tout est pétardé en quelques secondes parce qu'ils ont changé d'avis, parce que parfois c'est extrêmement dur à supporter. Moi, plusieurs fois, et je l'ai expliqué à mes amis, enfin mes futurs coopérants, près desquels j'ai témoigné en début d'année, là, en mai de cette année. Je leur disais, ne vous dites pas si vous aurez des difficultés, dites-vous quand. C'est un exercice extrêmement difficile au niveau humain. L'adaptabilité, ça a des limites quand même. Et encore à Djibouti, en 4e année à Djibouti, puis en 5e année. Ça a été la 5e année. Mais en 4e année, donc je suis à 2 et 2, 4 et 4, 8 années de coopérant. Un matin, il est 7h30, ça fait 2 heures que je travaille. J'ai fermé mon bureau à clé, j'ai dit, je m'en vais, je me sauve. Je suis rentré chez moi, j'ai pris un café, je me suis détendu et je suis revenu tranquillement. Ça, c'est vraiment le coopérant qui doit... À aucun moment, on doit briser ce lien. On est chez eux, c'est leur armée, c'est eux qui nous demandent d'être là. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans la coopération? Pourquoi ça vous plaît autant? Déjà à titre, je suis pas quelqu'un d'égoïste, je pense que je l'ai montré, mais là, fort égoïstement, je m'épanouissais, j'avais des relations humaines uniques, comme m'avait dit mon général à Djibouti, mais il connaît mieux la religion musulmane que certains musulmans. Vous voyez, je voyais un matin, pour vous, pour tout le monde, le ramadan se termine, à partir de là, on peut reprendre une vie normale. Mais non, pour beaucoup de pratiquants, derrière, il y a le shawwal. Le shawwal, c'est une semaine, parce qu'en fait, quand vous faites le ramadan, vous ne faites qu'une partie, en fait, du ramadan. Il reste encore 6 jours à faire dans le mois suivant. Beaucoup font le shawwal juste derrière. Pourquoi c'est important que je le sache? Parce qu'en fait, un jour, les autorités françaises, des forces françaises, avaient invité mon général à l'issue du ramadan, mais 2 jours après, 48 heures après, pour une cérémonie où il y avait un cocktail, croissant, café, jus d'orange. Et le général a dit non, je prends pas. Et le général français n'a pas compris. Il a dit, mais le ramadan est terminé. Mon général a dit oui, et il est parti. J'ai dit, il fait le shawwal. Il casse le ramadan. Et à partir de là, ils repartent pour 6 jours de jeûne. Et j'étais pas à ma science. Je m'en moque complètement. Mais humainement, à nouveau, j'ai un enrichissement qui est dû à la chance que j'ai eue qu'on me donne ces missions de coopération, qui est unique. Je pense que j'ai pas à rougir. Je suis pas parfait. Attention, personne n'est parfait. J'ai certainement fait des erreurs, des fautes. Mais je pense que l'image de la France que j'ai pu donner, j'ai pu montrer à ces pays-là qu'ils pouvaient rester attachés à nous. Je sais qu'on peut véritablement leur apporter beaucoup de choses et répondre à leurs besoins mieux que certains autres pays. Et c'est pour ça que les coopérants ont un vrai rôle dans l'établissement de la confiance, de la relation de confiance. Un attaché de défense, pareil, m'avait mis sa petite pierre dans ma construction personnelle de coopérant, m'avait dit, tu sais, si ton projet, ça vivote, c'est pas très grave. Mais s'ils ont un problème et qu'ils s'adressent pas à toi, là, je t'en voudrais. Si un jeune officier vient vous voir et vous dit la DCSD, pourquoi pas, coopérant, pourquoi pas, mais je me pose encore des questions, vous allez lui dire quoi? Je vais lui demander de venir vers 11h, on parlera un petit peu, ensuite on ira au restaurant, et quand il partira, il n'aura qu'une envie, c'est de rejoindre la DCSD. Et pour terminer, justement, à propos de partir, vous, si vous pouviez repartir? Oui. Demain. C'est bien noté. Mon colonel, merci beaucoup. C'est moi, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.